Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Requin, comment juridiquement ne pas s'y casser les dents? Alors, la jurisprudence en matière de risque requin, que l'on traite de sa capture, de sa destruction préventive, de la police des baignades, commence pour nos tribunaux administratifs, notamment des océans Indiens et Pacifiques, d'être très riche, avec quelques décisions du Conseil d'État et 2-3 étrangetés, pas mal d'incertitudes persistantes. Voyons tout ceci point par point parce que la sécurisation au droit, notamment des arrêtés de police des maires et de l'État, face au risque requin, s'avère très délicate à mettre en œuvre et à apprécier et à équilibrer avec les règles de responsabilité pénale. Alors voici le plan en 5 parties de notre intervention, mais commençons déjà par le fait de voir que d'une manière générale, on a un droit abondant et parfois confus s'agissant des requins, qu'il s'agisse d'arrêtés de police sur les baignades, les sports nautiques, les décisions de prélèvement, les aides aux diverses espèces, et parfois compliquées par des règles de répartition des compétences entre acteurs publics et avec même quelques étrangetés néo-calédoniennes. Rien qu'à La Réunion, le cadre juridique relatif aux pêches ou destruction de requins peut s'enorgueillir d'une pêche miraculeuse aux jurisprudences dans un triste cadre où certains squales, notamment le requin bulldog, ont entraîné la mort de nombreux humains. 30 attaques ont été enregistrées sur le littoral de La Réunion, dont 10 mortelles et 7 entraînant des blessures graves, rien qu'entre 2011 et juillet 2019. Voici ici quelques-unes des jurisprudences qui en ont résulté. Pour une confirmation récente des protections dont bénéficient les requins en matière de prélèvement, voir par exemple une décision de la CA de Bordeaux, qui s'affiche ici à l'écran, du 31 janvier 2023. Pour une application intéressante en droit, mais assez terrible humainement, voit aussi cette décision du Conseil d'État de 2019. Alors à La Réunion, les arrêtés d'abord furent municipaux, puis préfectoraux. Voici par exemple à l'écran les explications données en marge du dernier arrêté du préfet de La Réunion du 14 avril 2023. Et puis, de toute manière, ces questions, quand on parle en tout cas du droit de l'Hexagone et des DOM, dans les COM c'est un peu plus compliqué, ces questions font intervenir un grand nombre d'acteurs. Le lien avec la pêche entraîne des compétences étatiques et régionales spécifiques, voire départementales, en sus de l'intervention des acteurs du secteur, les pêcheurs et de leurs chambres consulaires. Les universités et autres centres de recherche sont mobilisés. Les arrêtés de police relèvent du maire et du préfet selon les règles usuelles, mais l'État, les communes peuvent avoir un certain nombre de compétences, les intercommunalités aussi, de développement économique, financement des dispositifs sur les bateaux et planches à voile dans certains cas, activités touristiques, sportives, aménagement des plages, le cas échéant. S'y ajoutent bien sûr les associations de familles de victimes, les acteurs de la protection de la nature qui sont privés, associations, fondations, mais aussi certains établissements publics en charge des parcs, le parc marin à La Réunion par exemple, et puis évidemment les autres acteurs des filières économiques et notamment touristiques en ce domaine. Un gîte requin pour faire que ces personnes dialoguent, c'est fait par exemple à La Réunion, où il est important dans ces cas-là d'avoir un vrai cadre d'action pour des certain nombre d'actions de recherche et de prévention, y compris pour mutualiser un certain nombre de dépenses, tout en ayant des lieux de discussion, de débat, de recherche ou je dirais de médiation, parce que c'est un sujet où les intérêts sont extraordinairement divergents sur un fond en général de stress et de douleur, qui nécessite que les aspects recherche et débat soient intégrés, mais sans paralyser les conseils d'administration, donc par des organes dédiés. En Nouvelle-Calédonie, le droit est un tout petit peu plus complexe encore, déjà pour savoir qui peut prendre les décisions. Donc je vous ai mis un certain nombre de décisions du Conseil d'État et de la CA de Paris, y compris récentes, 2019 et 2022 pour l'essentiel, sur ce point à l'écran. Cette complexité néo-calédonienne glisse même vers un niveau important de créativité juridique si on aborde les rivages des îles Loyauté, puisque là-bas les requins et tortues marines ils sont des entités naturelles, sujets de droit, pas objets de droit, sujets de droit. Alors n'essayez pas de faire ça dans l'Hexagone ou dans les DOM parce que là on est certain que ça serait illégal. Est-ce qu'on peut dire que c'est légal dans les COM en raison d'un niveau minimum de droit applicable ? On peut en discuter. S'agissant plus particulièrement des arrêtés de police en matière de baignade ou de sport nautique, rappelons les règles de base sur la proportionnalité respectée entre risque et interdiction, limitation des libertés, comme toujours en matière de police. Ah bah oui, parce qu'en matière de police, la liberté c'est la règle, la restriction de police c'est l'exception. C'est pas moi qui le dis, c'est le commissaire de loi en Corneille en 1917 et les choses n'ont pas changé depuis. Alors il en résulte un contrôle vigilant, sourcilleux du juge administratif,
Il faut calibrer toujours en matière de durée, d'amplitude géographique, de contenu même de ces mesures. Et puis parfois on peut calibrer ceci en fonction de l'intelligibilité de la mesure. Ça veut dire que l'interdiction générale et absolue ne sera a priori que difficile à sécuriser. Oui, mais nous allons voir qu'en matière de requin, ça peut être sur certains moments, dans certaines zones, notamment quand il n'y a pas de lagon, être autorisé. Encore faut-il avoir en tête aussi une autre frontière juridique, c'est celle du pénal, avec des sanctions bien plus graves, puisque là c'est la responsabilité individuelle de l'élu ou du cadre territorial ou de l'État qui sera à envisager. Alors en matière de responsabilité, on va rappeler des évidences. Il faut toujours distinguer qui indemnise la victime, presque toujours la personne publique, si la faute a été commise au sein de celle-ci, avec des actions accessoires derrière au besoin, qui paye sa dette envers la société, et ceci est à distinguer la responsabilité financière et la responsabilité disciplinaire. Oui. Mais focalisons-nous sur cette question de responsabilité pénale. Là, on va ouvrir son code pénal, voir l'article 121.3, pas de L dans le code pénal, 121-3 du code pénal, issu de la loi Fauchon du 10 juillet 2000, et on va se retrouver face à la grille que vous voyez ici à l'écran. Et on va, à ce moment-là, voir est-ce que je suis la cause directe du préjudice. Bah non, c'est le requin qui est la cause directe du préjudice. Est-ce qu'il y a des normes identifiées que j'ai violées, fixées par la loi et le règlement, pas par un simple arrêté de police la réponse est non, ou par des bonnes pratiques. Donc en général, on va se retrouver avec un risque grave, mais qui ne sera constitué que si on a commis une faute caractérisée. Il n'en demeure pas moins que laisser les gens se baigner dans un endroit qui n'est pas protégé, prévoir un filet de sécurité ou des dispositifs d'alerte, il y en a électroniques, sans que ceux-ci soient surveillés ou réparés, pose un problème. Mettre des agents à surveiller les filets si eux-mêmes se retrouvent en danger, fait même risquer de passer du cas où on est responsable qu'en cas de faute caractérisée vers des cas où on est responsable bien plus rapidement. Donc tout ceci est à calibrer. Bien sûr, dans l'arbitrage déjà très délicat des arrêtés de police, mieux vaut, si on prend en compte le pénal, faire un petit peu trop que pas assez. Un risque d'illégalité, après tout, d'un arrêté de police devant le juge administratif, c'est quand même beaucoup moins grave que le fait de se retrouver poursuivi devant le juge pénal d'une part, tout en étant bouffé par un sentiment de culpabilité à la suite d'un décès causé par un requin dans une zone qu'on hésitait à réglementer d'autre part. S'y ajoute aussi un risque de responsabilité administrative. Voici par exemple à l'écran une décision du Conseil d'État de 2019 confirmant que la commune de Saint-Paul, à La Réunion, n'avait pas commis de faute d'information avec un risque d'imputabilité de cette éventuelle faute, inexistante en l'espèce donc, avec le préjudice terrible subi en l'espèce. Regardons quelques jurisprudences pour voir ce qu'il en est. D'abord, il y a une proportionnalité dans le principe délicat à fonder en ce domaine. On l'a vu précédemment. On ne sait pas où et quand le requin peut attaquer, donc il est très difficile de proportionner la mesure. Par exemple, à La Réunion, les attaques de requins bulldog, à Nouvelle-Calédonie, c'est pas forcément le requin bulldog, mais à La Réunion, c'était surtout pas uniquement le requin bulldog, ont lieu dans des eaux troubles où les eaux douces se mêlent à la mer. Alors on pourrait se dire, très bien, je vais interdire la baignade ou le surf ou la planche à voile seulement à ces emplacements-là. Oui, sauf que d'abord, il n'y a pas que le requin bulldog. Ensuite, il y a eu des attaques aussi ailleurs, même si c'était bien moins. Donc, limité dans l'espace où le temps serait ici extrêmement dangereux, juridiquement et humainement. On peut se dire, mais je vais autoriser la baignade dans les lagons. Sauf que sauf à un endroit, à La Réunion, il n'y a pas trop de lagons, à un endroit de Saint-Paul. Mais sinon, en revanche, dans d'autres territoires ou collectivités, la question se pose. On peut peut-être autoriser dans les lagons quand il y a des risques très faibles avec des dispositifs de surveillance, quitte à ce soit à certaines heures, par exemple. De ce point de vue-là, l'équilibre qui est donné peut aussi s'abriter derrière une nouvelle jurisprudence sur l'intelligibilité de l'arrêté pour ne pas aboutir à des découpages trop complexes. Oui, mais la réalité est que le risque est quand même un peu partout quand même. La mission, bref, s'avère presque impossible. Alors voyons comment le juge s'en débrouille. Le juge a d'abord admis des interdictions intégrales, sauf plage surveillée, moyennant information précise, mais il ne l'a admis que dans des cas en réalité de crise. Le Conseil d'État l'a admis, voici une ordonnance du Conseil d'État de 2013, ministre de l'Intérieur contre Saint-Leu. Donc face à des mesures insuffisantes, il pouvait enjoindre, par voie de référé au préfet, de prendre des mesures plus fortes. Ces mesures étaient listées. Regardez, mettez sur pause au besoin le point 11 de cette décision du Conseil d'État. Par exemple, le juge a admis une interdiction intégrale, alors que c'est pas son ADN en matière de porte-police, sauf plage surveillée, moyennant information précise,
mais uniquement au moment de crise. Par exemple, dans une ordonnance de 2013, le Conseil d'État, le juge des référés du Conseil d'État, a admis que face à des mesures insuffisantes, il pouvait être enjoint, par voie de référé, au préfet, de prendre des mesures plus fortes. Et regardez, n'hésitez pas à mettre sur pause le point 11 de cette décision du Conseil d'État qui nous donne carrément un mode d'emploi. On notera que cette décision du juge des référés du Conseil d'État était précise sur l'information, mais floue sur les interdictions de baignade ou de pratique de sport nautique à mettre en œuvre. Oui, c'est le plus compliqué. Mais notons la grille d'analyse intéressante du Conseil d'État dans un autre point de son ordonnance qui ici s'affiche à l'écran. On a là une grille d'analyse qui glisse vers quelque chose d'un peu opérationnel. Et le Conseil d'État, très clairement, admet que des interdictions pures et simples puissent s'imposer, je cite, à court terme, seules les mesures d'interdiction de baignade et d'activité nautique dans les zones où un dispositif efficace de surveillance et d'alerte n'a pas été mis en place sont susceptibles de supprimer le risque d'attaque, à la condition que ces interdictions soient respectées, que ce soit convenablement signalé et que les gens soient informés. On peut, en cas de crise, en cas d'acmé de la crise, avec de l'information et de surveillance, faire de l'interdiction pure et simple. Ok. Citons, dans le même sens, les termes clairs d'une autre ordonnance que voici à l'écran. Mais une telle interdiction intégrale reste difficile à sécuriser en droit, comme une décision du TA de Nouvelle-Calédonie l'a démontré. Les dérogations géographiques, lagons s'il y en a, s'ils sont réellement protégés, les autorisations en cas de filet, de surveillance manuelle, électronique, restent à envisager pour sécuriser de tels arrêtés. Mais à la condition d'avoir bien à l'esprit les limites techniques de ces solutions alternatives qui sont étudiées ici ou là, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, en Afrique du Sud, au Brésil et en Australie notamment. Il y a beaucoup de centres de recherche qui planchent sur ces questions. Par exemple, par un jugement du 17 mai 2023, le TA de Nouvelle-Calédonie a annulé un arrêté du maire de Nouméa qui interdisait toute baignade de mars à décembre sur une bande littorale des 300 mètres, point. Alors je vous ai mis ici un certain nombre de détails sur ce que nous dit ce tribunal administratif du Pacifique dans sa décision du 17 mai 2023. On voit qu'un arrêté moins restrictif, plus complet, plus nuancé, eût pu peut-être passer la barre du tribunal administratif. Toujours en Nouvelle-Calédonie, a été tenté aussi un arrêté de pêche préventive. Et là aussi, il n'y a pas que cette décision, il y en a d'autres concernant la Réunion. Ça va être très dur à sécuriser en droit, surtout si c'est porté par les acteurs locaux. Et là, c'est une ordonnance du théâtre de Nouvelle-Calédonie qu'on peut citer du 14 septembre. La décision avait été prise par la présidente par arrêté de la province sud qui autorisait la commune de Nouméa à faire une activité de pêche orquin au sein d'aires de gestion durable de ressources à titre dérogatoire. Et donc, ça a été censuré. Donc on le voit, on est dans un domaine qu'il est très difficile de réglementer au titre de ses pouvoirs de police. Et parfois des mesures insuffisantes de filets, d'intrus de production et autres, ou sur un certain nombre de lagons, peuvent être, si on réussit à les sécuriser, utiles à faire de temps en temps pour mieux montrer que c'est tellement coûteux et tellement compliqué à faire que après, seules certaines décisions un peu plus larges seront légales. Mais il y a après derrière ceci un cycle redoutable, c'est qu'on le voit. Si ces mesures sont efficaces, il n'y a plus de morts, mais dans ces cas-là, le risque sera perçu comme moins immédiat. Et il y a le risque qu'il faille attendre de nouveaux sinistres pour que de telles mesures soient de nouveau considérées comme acceptables, alors que tout ceci correspond à un cycle qui est différent de celui du risque pénal. On le voit, même si pour l'instant, fort heureusement, il n'y a pas eu de sanctions pénales dans ces domaines. Donc un équilibre délicat à faire. Et d'ailleurs, quand des maires prennent des mesures tout à fait excessif censuré par le juge administratif, c'est parfois un peu aussi pour renvoyer la balle et dire voyez, moi je voulais faire des mesures qui étaient zéro risque, c'est bien pour la population, c'est bien pour la protection pénale, et c'est le juge administratif qui ne m'a pas laissé passer. Il est sans doute possible de sortir de cette position qui peut être considérée comme manquant légèrement de subtilité, en prenant quand même des arrêtés un peu plus subtilement découpés pour qu'ils soient légaux tout en limitant le risque, mais ça nécessite de mettre en œuvre sur le terrain, derrière,
quelques moments de baignade surveillés et très protégés dans certains endroits, dans certains lagons, dans des endroits protégés par des filets, qui nécessitent beaucoup de surveillance et avec des dispositifs techniques qui ne sont pas totalement au point. Oui, je sais. C'est pour ça que ceci ne peut se faire qu'après une appréciation au cas par cas. Bon courage. Merci, au revoir.